Donc c'est un mot de la Fondation Gabriel Péri. Lorsque Makaylan Gebla a proposé à la Fondation Gabriel Péri d'accueillir cette conférence sur Ibn Omar Mohamed Saleh, nous avons tout de suite accepté. D'une part, car nous sommes très attentifs à la situation au Tchad et soutenons le combat des progressistes tchadiens pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Mais aussi et surtout, parce que nous avons eu l'honneur de recevoir Ibni lors de la deuxième édition du colloque international organisé par la Fondation et le Parti de l'Indépendance et du Travail du Sénégal à Dakar du 24 au 26 janvier 2008, donc juste avant sa disparition. Ibni avait exposé la situation politique au Tchad et l'institutionnalisation de la fraude électorale par le régime en place. Il avait conclu son intervention avec ces mots: l'instauration d'une démocratie réelle et de la transparence des élections doit passer par des solutions légales, réglementaires et pratiques aux fraudes relevées. Faute de quoi, le Tchad s'enlisera dans une démocratie de façade, grosse de tous les dangers. La recherche de stabilité doit concerner les institutions et le pays, non les dirigeants. 9 ans après, ces recommandations sont plus que jamais une nécessité. C'est malheureusement à son retour de Dakar qu'il a disparu dans des conditions aujourd'hui encore non élucidées. S'en est suivie une campagne internationale pour faire la lumière sur cette affaire, notamment à l'initiative de la communauté française et internationale de mathématiques, car Ibni était non seulement un militant et un responsable politique de grande envergure, mais aussi un professeur impliqué dans le développement de l'université et de l'enseignement supérieur au Tchad. Un homme d'exception donc, pour lequel nous devons de combattre le secret d'État au Tchad et en France. Il s'agit, comme Brahim, le fils d'Ibni qui est à ma droite, l'a dit récemment, d'un combat universel pour la justice et les droits humains. Nous assurons tout notre soutien et notre solidarité à la famille, des proches et amis, et nous associons à tous les efforts entrepris pour rendre justice. Nous regrettons de ne pouvoir être là, mais souhaitons un beau et grand succès à cette journée. Donc, au cours de cette conférence, de ces 2h30 de conférence, on va essayer de finir vers 17h, 17h30, et on aura l'occasion de partager je ne sais pas si dans ces circonstances on peut parler de verre de l'amitié, mais voilà, un petit moment convivial pour réchauffer nos cœurs. Tout ce que je voulais dire, c'est... moi, j'ai connu Ibni quand j'étais au lycée. C'était en 69, je devais être en première, lui il doit être en seconde. Et il était à Béché, moi j'étais en Djamena. À l'époque, on n'était que quelques centaines au niveau secondaire supérieur. Notre ami Darnas Bessané que je vois, ou David Betorongar, ou Zang peuvent en témoigner, qui ont connu aussi Ibni quand on était jeunes. Et on se connaissait tous sur tout le territoire et on se retrouvait pendant les vacances à d'occasions ou d'autres. Et là, Ibni était venu pour les championnats d'athlétisme du Tchad. Et beaucoup de gens ne savent pas, à côté de ses qualités qu'on vient d'être citées, il était vice-champion du saut en hauteur au Tchad à l'époque. Et il a été champion aussi du Loiret quand il était venu, étudiant à champion universitaire. Du son hauteur. Donc, je l'ai rencontré chez un de ses oncles à cette occasion-là, une invitation. Et puis, on était tous deux en série mathématique. Et puis, moi, mon nom s'écrit Ibn sans I, avec trait d'union. Et le sien s'écrit avec I. Donc, pour faire les présentations, un ami avait présenté en disant, voilà, je vous présente Ibn Omar le matheux, à ne pas confondre avec Ibni, avec 3 I, Omar le matheux aussi. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que c'était un personnage assez contradictoire. C'est-à-dire rester avec lui quelques... Excusez-moi, j'ai un peu d'émotion. Excusez-moi. Bon, je pense que c'est passé. Alors, ce qui m'a frappé, c'est que quelqu'un, quand vous l'avez connu quelques minutes, il vous marquait à vie. Et, alors, la contradiction venait du fait qu'il ne parlait presque pas. C'est-à-dire quelqu'un qui était très sobre en parole, très effacé, mais il avait une présence très intense. Et quand il disait 2 ou 3 choses, ça paraissait très important et surtout, ça paraissait très sincère. Et je me souviens, quand on était étudiant aussi, il était parmi les plus actifs et les plus engagés, mais c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'éloquence et qui n'aimait pas parler. La disparition du professeur Ibni a une triple portée
D'abord, c'est une affaire de droits de l'homme, puisque les preuves sont faites qu'il a été arrêté chez lui et qu'il fut enlevé. Il a subi des traitements dégradants et déshumanisants qui met à mal la dignité de la personne humaine. Et dès lors, on n'a plus de signe de son existence. Par conséquent, les actes de torture et d'assassinat ne sauraient laisser indifférents les militants des droits de l'homme, ainsi que les institutions publiques internationales qui luttent en faveur des droits humains, dont le premier est le droit à la vie. Plus précisément, c'est un droit universel, par ailleurs reconnu par le monde entier, qu'à la famille de revendiquer la dépouille de son membre, éventuellement pour lui réserver une sépulture digne de lui. Deuxièmement, c'est une menace contre la démocratie, car le professeur Ibni était un universitaire, il était le porte-parole de l'opposition civile démocratique. C'est pourquoi toutes les structures et les personnalités politiques du monde entier soutiennent cette cause, car ce faisant, ils soutiennent la démocratie, c'est-à-dire un pouvoir élu, une alternance électorale périodique, la bonne gouvernance, les libertés publiques, celles d'association notamment et de la presse. Et ces valeurs sont irréversibles et ils s'introduiront au Tchad. Enfin, le cas du professeur Ibni est aussi une atteinte au savoir, car la communauté universitaire, en particulier celle du Tchad, qui en a tant besoin, a accusé ainsi une grande perte. Ce qui justifie en toute logique toute la lutte que mène le Centre international de mathématiques pures et appliquées avec la Société mathématique, savante des mathématiques de France, qui a consacré un prix à sa mémoire. Donc je ne puisse mettre fin à mon propos sans vous savoir gré une fois de plus de la mobilisation et surtout de la conviction dont vous faites tous montre en assistant massivement à la présente rencontre. Et je demeure convaincu que vous garderez une telle conviction, sinon être plus engagé, tant que l'Afrique et le monde entier n'entrent pas dans un véritable processus de démocratisation et de développement. Et je pense que le combat d'Ibni doit aller au-delà des clivages qui se reposent souvent sur des bases ethniques, partisanes ou confessionnelles. Les jeunes générations doivent s'en imprégner pour que ça serve de leçon, pour que ça devienne un cas d'école, pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus jamais. Parce qu'un être cher ne peut pas est irremplaçable. On ne peut pas, par exemple, acheter un père au marché. On le sent, c'est un chagrin, c'est au plus profond de nous. Maintenant, on veut le matérialiser, que ça serve à quelque chose. Nous sommes tous confiants et nous pensons que tôt ou tard, la vérité va triompher sur le mensonge et la force tranquille triomphera sur la force brutale. Et vive la liberté, vive la démocratie, vive un Tchad libre dans une Afrique prospère. Et je vous remercie. Moi, je suis professeur maintenant à la retraite de l'Université d'Orléans, mais j'étais là quand il était étudiant, quand il faisait sa thèse à Orléans. J'avais moi-même un étudiant avec qui j'ai toujours des relations à la fois scientifiques et amicales, qui est camerounais. Et donc vous imaginez notre émotion, et j'ai été rejointe dans cette émotion par Marie-Françoise Roy, qui avait été collègue d'Ibni à Niamey pendant quelques années. Et on s'est dit qu'il fallait partager cette émotion. Et on a entraîné non seulement les 3 sociétés savantes de mathématiques qui ont bien voulu s'associer à cette émotion vis-à-vis de sa disparition, mais la communauté internationale, puisqu'il y a toujours une pétition qui est vivante et qui a 3500 signatures. Et les sociétés savantes de beaucoup de pays se sont associées, l'Union mathématique internationale, l'Union mathématique européenne. Donc c'est vraiment une véritable émotion. Et en fait, cette émotion, eh bien, on a essayé, comme nos prédécesseurs à cette tribune l'ont dit, de dépasser l'émotion dans ce qu'elle pouvait avoir de négatif, pour essayer justement de faire vivre les idées d'Ibni dans ce qu'on pouvait
proposé. Ces disparitions forcées, elles sont... il y a 2 textes complémentaires, c'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui condamne aussi ces disparitions forcées. Et le Tchad, en fait, a signé cette convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées le 6 février 2007, mais ne l'a jamais ratifiée par la suite. Ça, c'est pour remettre dans le contexte. Donc, en fait, quand Ibni est enlevé, et cette méthode a été largement utilisée sous le régime Habré. Donc, en fait, l'affaire Ibni, c'est pas une réussite pour Amnesty International, ça, il faut qu'on soit clair. Le professeur Ibni a aussi travaillé dans le contexte qui était celui de cette époque, puisque, comme vous savez, le Niger était à cette époque dirigé par Séni Kountché, qui était un homme redoutable pour les Nigériens. Il a renversé Diori en 1974 et ce n'était pas la période qui a été la plus facile pour les Nigériens parce que la détention d'un tract pouvait vous amener devant la Cour de sûreté de l'État. Des violations graves des droits de l'homme, l'Occident sait, les pays occidentaux le savent, il ne faut rien. Donc je trouve tout à fait anormal. Je conclurai en disant que Brahim et les autres ne peuvent que regretter que le Niger ne se soit pas engagé. Et nous tous, nous ne pouvons regretter que les autorités du Niger ne s'engagent pas ouvertement dans la recherche de la vérité, puisque dans la recherche de la vérité, à raison, parce que c'est des valeurs de droits de l'homme, c'est des valeurs de démocratie, mais parce que aussi Ibni a un lien personnel avec le Niger. Et vous savez que la soumission, la compromission du pouvoir actuel nigérien a été à tel point que celui qui est à ma droite a été arrêté à la demande du Tchad au Niger il n'y a pas si longtemps. À Agadez, justement, à la demande du Tchad, Thomas a été arrêté à Agadez sans aucune raison, a été mis dans un avion pour être emmené à Niamey. Et le pouvoir s'est même vanté de dire non, on lui a fait que le moindre mal, on aurait pu le remettre à N'Djamena, mais on l'a expulsé vers Paris, c'était une chance. Donc je termine sur ce point et reste à votre disposition si vous voulez avoir de précisions sur ces relations entre le Niger et le Tchad. Merci. Dans ce rapport, en fait, Amnesty évoque la question de ce que pouvait connaître la France quant au sort d'Ibni Omar. Et Amnesty, en fait, a reçu des informations selon lesquelles les autorités françaises connaissaient dès le 11 février 2008 le lieu où se trouvaient les 3 grandes figures de l'opposition tchadienne, bien qu'elles aient publiquement nié détenir toute indication à ce sujet. Et Amnesty écrit à l'époque que la commission d'enquête tchadienne a notamment constaté que des soldats français étaient présents dans le centre d'opération de la présidence tchadienne durant toute cette période. Fin de citation. Qui s'y sont mis simplement et qui ont commencé à poser des questions de bon sens, demander à l'ambassadeur de France quelles étaient ces fameuses preuves de son implication, de l'implication d'Ibni aux côtés des groupes armés. Brahim est bien au fait de la pensée de son père sur les groupes armés, puisque son père a dépensé beaucoup d'énergie pour le faire sortir d'une aventure qui n'était pas la sienne. Et donc il y avait là beaucoup de questions qui auraient dû avoir une réponse et qui n'en ont pas eu. Et je crois que d'une certaine façon, on va avoir des élections, l'Afrique et le Tchad ne joueront sans doute aucun rôle dans le débat électoral, vous l'avez vu dans les 2 primaires, mais je crois et j'espère que dans ce qui va se passer après, peut-être à ce moment-là aussi, mais surtout dans ce qui va se passer après, les jeunes, etc. Mais de fait, quand vous regardez les politiques concrètes des États, et ça concerne les Français autant que l'Union européenne, ce qu'on voit, c'est que finalement on finance des régimes qui restreignent, et c'est hélas vrai pour le Tchad, mais c'est aussi vrai pour d'autres pays voisins, on finance des régimes qui, d'une certaine façon, limitent de plus en plus l'espace démocratique,
ont des comportements de plus en plus autoritaires vis-à-vis de leur population. Ils n'étaient pas forcément ce qu'ils sont aujourd'hui il y a quelques années. Vous voyez de quel pays je peux parler, qui est bien connu par le précédent présentateur. Et en même temps, je crois que cette survalorisation de l'outil militaire, elle est extrêmement inquiétante parce qu'elle signifie la marginalisation de toute réflexion politique. Si aujourd'hui Ibni a mobilisé les gens, c'est parce qu'en fait il incarnait un certain nombre de valeurs. Ces valeurs sont notamment les droits de l'homme, les libertés, la démocratie, qu'il a effectivement défendu au Tchad et qui lui a valu aujourd'hui, depuis 9 ans, une disparition mystérieuse qui ne nous a pas empêché effectivement à réclamer justice, à réclamer effectivement des débits qu'il fasse la lumière sur la disparition d'Ibni. Donc effectivement Thomas, la situation des droits de l'homme depuis 26 ans reste quand même extrêmement dramatique, extrêmement inquiétante, mais on observe malheureusement une certaine indifférence, que ce soit du côté de la communauté internationale, que ce soit du côté de nos partenaires français, et nous déplorons en tant que blogueurs, journalistes et défenseurs des droits de l'homme, nous déplorons cette attitude. 9 ans après, les assassins courent toujours et les commanditaires courent toujours. Même si on connaît la main qui a commandé cet assassinat-là. Tout le monde connaît, même l'assassin se connaît. Donc fallait-il maintenant continuer toujours à faire des conférences, à commémorer chaque année? Jusqu'à quand? Comme celui de Joseph Bédi, 24 ans après, on est en train de encore commémorer et chercher la vérité? Non. Il va falloir changer de stratégie. Ne pas compter ni sur la justice tchadienne, ni sur la France, comme on dit les intervenants. Il faut que cette affaire puisse être l'affaire du peuple tchadien. En réalisant ce texte, je me disais qu'il irait bien à Ibni, ce grand résistant à l'injustice, ce combattant pour la démocratie. Nous n'avons pas la possibilité de nous recueillir sur sa tombe, et c'est un déchirement pour chacun de ses proches, mais qu'importe. Sa tombe est en nous, comme chacune de ses paroles. Nous les portons. Il est vivant, il frémit chaque fois que notre cœur bat, espoir têtu, infini. Car peut-on oublier la clarté d'un regard de brave? Peut-on oublier le combat d'un homme qui a tout sacrifié pour ses idéaux? Peut-on oublier une parole qui a éclairé nos hésitations, nos peurs? Peut-on oublier un homme qui a connu la guerre, les atrocités de cette guerre, et qui a choisi la paix et le dialogue? Aride était son chemin, mais qu'importe. Ibni portait en lui quelque chose de la beauté du monde, quelque chose qui fait croire que c'est encore possible, quelque chose sans lequel on ne peut vivre. Ce quelque chose qui surgit d'une parole vraie, d'une honnêteté pleine, ce quelque chose qui donne un éclat à un homme, cet éclat vers lequel nous espérons. Il avait cette présence dans laquelle on s'apaise alors qu'il nous questionne. Il nous faisait découvrir ce qu'on a peur de voir. Il nous faisait ouvrir les yeux en nous montrant dans ce qui nous environne, dans les jeux du pouvoir, le signe qui annonçait une conscience qui s'éveille, la promesse d'une vie future renouvelée. Et on apercevait ce qui pouvait être, et l'on croyait. L'on croyait qu'on le construirait ensemble et qu'il prendrait la tête comme il l'a toujours fait. Il avait conscience de sa condition d'homme vulnérable, d'homme menacé, mais il vivait comme s'il ne l'était pas, acceptant la mort, mais se battant pour la repousser jusqu'au bout de sa quête. Peut-on savoir ce qui motive la quête d'un homme? L'engagement de toute une vie, son enfance, son pays devenu indépendant quand il n'avait que 11 ans, le brassement des idées dans sa découverte du monde. Peut-être était-ce ce désir absolu de liberté pour ce magnifique et si dur pays qu'est le sien. Peut-être encore ce lancinant sentiment d'injustice qui ne l'a pas quitté. Les plus nantis, les plus pauvres, le nord, le sud, les anciennes rivalités inutiles face à la mort. Peut-être aussi l'idée du progrès dans un pays qui serait enfin vraiment démocratique. Peut-être celle d'une égalité des femmes et des hommes de sa terre. Pas de place au rabais, une place entière, respectée pour chacun. Qu'importe. Ce qui l'a motivé, ce qui l'a formé. Il avait en lui depuis toujours une vision qui lui donnait de la force, qui nous en donnait, à laquelle il ne pouvait pas renoncer. À ses côtés, on en était rempli et on suivait parce qu'il ouvrait la route. Et les petits, les grands, les politiciens, les hommes de paix, les guerriers, les femmes, les enfants, on suivait parce qu'il éclairait comme un homme, fier d'être tchadien. On suivait parce qu'il voulait rassembler, pardonner au passé, bâtir,
rebâtir un pays vrai, solidaire, enfin humain. Fonder une société sur les droits. On suivait parce qu'il dessinait une insurrection pacifique, une négociation non violente entre les partis. On suivait en sachant que le prix pour celui qui se dresse est la vie, et que sa vie comptait peu pour lui et tellement pour nous. Chaque homme qui se tient debout face à la violence à ton visage, Ibni. Parce qu'il y a des figures qu'on n'oublie pas, des figures qui portent le poids de nos doutes, le poids de nos peines, le poids de notre conviction, le poids de notre espérance. Ibni Omar Mahamat Saleh était cette figure. Il est cette figure qui demeure en nous, en nos cœurs, en nos esprits, pour nous rappeler que la lutte pour la démocratie, la résistance à l'injustice est plus que jamais présente et que son combat d'hier est plus que jamais celui d'aujourd'hui, le nôtre. Qu'importe la douleur, qu'importe la mort. Et avec Éluard, qui aurait été heureux de te connaître, moi qui ai eu cette joie, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom, Ibni. Donc ça n'a rien à voir avec la famille, quoi. C'est juste ça, je pense. Moi, en tout cas, c'est une conviction très profonde. Et au-delà même de l'affaire ethnique, de toutes les disparitions forcées, on va se battre pour les droits de l'homme, pour rétablir la dignité du Tchad et des Tchadiens. Je vous remercie. Voilà. Et c'est très intéressant, je crois qu'il faut quand même le dire, même si ici, évidemment, dans une réunion comme ça, on est tous un peu abrupts. C'est très intéressant de comparer les premiers mois de Hollande, où il faut quand même le dire, François Hollande a fait des efforts réels pour ne pas rencontrer Idriss Déby. Et il y avait cette idée qu'on ne ferait rien, disons, où on ne pouvait plus rien faire, où l'État français en tous les cas ne voulait plus rien faire parce que ça impliquait aussi les siens sur la question d'Ibni, mais que d'un autre côté, on allait quand même couper un certain nombre de ponts qui avaient existé dans la période Sarkozy. Déby n'est pas venu au sommet de la francophonie à Kinshasa parce que justement Hollande avait dit qu'il ne le recevait pas. Et à la suite de ça, justement, des milliers militaires ici, des milliers militaires ont convaincu Déby de préparer un contingent pour l'envoyer au Mali. Et c'est des milliers, c'est des gens de Déby qui sont ici, à la DGSE, à la Défense, qui ont convaincu, qui ont fait ce travail, qui ont dit voilà, bon, pour pouvoir ressouder, créer un rapport de force favorable, il faut que tu envoies un contingent au Mali, au côté de Serval, et c'est ainsi que justement les portes de l'Élysée se sont ouvertes à Déby, et aujourd'hui donc c'est open bar, il peut venir quand il veut. Ibni ne pouvait pas vivre, tout simplement parce que quand Ibni a créé le PLD, quand on a vu depuis Tombambaye jusqu'à Déby, c'était dresser les Tchadiens les uns contre les autres, hein, sur des bases, si ce n'est pas une base souvent, le plus souvent religieuse, si ce n'est pas une de base ethnique. Ibni arrive, Ibni crée le PLD qui est au-dessus, et Ibni est soutenu par la plupart des sudistes. Ça, Déby ne peut pas l'accepter, premièrement. Et deuxièmement, les dictateurs en Afrique, vous observerez partout en Afrique, ils ne supportent pas quelqu'un de leur région qui s'oppose à eux. Ça, vous verrez, vous prenez tous les cas d'Afrique, tous les cas de dictateurs en Afrique, il peut admettre que quelqu'un d'une autre région s'oppose à lui, mais surtout pas quelqu'un de sa région. Et Ibni faisait de l'ombre à Déby. Et troisièmement, ceux qui luttaient avec les armes, Déby pensait que ceux-là venaient prendre le pouvoir pour Ibni. Voilà les trois, je pense, les trois raisons qui ont fait que Ibni ne pouvait pas vivre. Merci. À partir de ce moment, tout ce que je peux dire sur lui aujourd'hui, c'est que nous faisons très peu de choses à sa mémoire. Ce que nous faisons est encore insuffisant pour l'homme que j'ai toujours connu, que j'ai toujours côtoyé. Et tant que la vérité ne sera pas connue, tant que nous ne saurons pas où se trouve son corps, nous n'aurons encore rien fait. Nous pourrons toujours nous mobiliser. Merci. Il est vrai qu'il y a la réelle politique. Il est vrai que la France obéit à cette logique qui a toujours été la sienne, c'est-à-dire
les intérêts de la France. Il est temps que les Tchadiens comprennent que leurs intérêts, c'est à eux de les défendre. La France ne viendra pas nous défendre. La France ne viendra pas rétablir nos droits. La France ne viendra pas instaurer ce pays, cet état des droits de l'homme que nous recherchons. C'est à nous, les Tchadiens, de le faire, quels que soient les moyens. Comme disait Malcolm X, by any means necessary, par quelques moyens que ce soit. C'est notre combat, à nous et à nous seuls. Une petite table à côté où vous pouvez boire un coup et puis manger quelques arachides. Voilà. Et merci encore à tous d'être venus.